Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder l'audit marketing. C'est l'examen complet, systématique et indépendant du fonctionnement marketing de l'entreprise. Pour ce faire, à l'agenda, nous aurons une présentation de l'audit marketing, les différentes composantes de cet audit. On va parler d'environnement, de stratégie, d'organisation, des systèmes, des procédures, de la productivité et des fonctions marketing. L'audit marketing, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un examen complet, systématique, indépendant et périodique de l'environnement, des objectifs, des stratégies et des activités d'une entreprise, sous l'angle du marketing, bien évidemment. Pour ce faire, il va s'organiser en fonction d'un certain nombre d'étapes. Ces étapes, nous allons retrouver l'analyse du macro-environnement, du micro-environnement, de la stratégie, de l'organisation, des systèmes et des procédures, de la productivité et des fonctions marketing. Toute étude d'une entreprise devrait passer par un audit marketing. Alors, ce macro-environnement permet d'obtenir certaines informations, le micro-environnement va les compléter, ensuite la stratégie, les questionnements sur la stratégie sera importante, sur l'organisation, sur ses systèmes et procédures, sur la productivité et sur les fonctions marketing. Commençons par l'analyse du macro-environnement. Pour rappel, le macro-environnement englobe les facteurs généraux extérieurs à l'entreprise qui déterminent la structure, le fonctionnement, les actions marketing de l'entreprise. Le niveau de contrôle de l'entreprise y est faible, voire inexistant, malgré le fait que ces éléments modifient constamment le fonctionnement. Pour analyser ce macro-environnement, on va utiliser deux outils. D'un côté, la grille Pestel, qui permet de comprendre comment fonctionne le macro-environnement, et la matrice SWOT. La grille PEST ou PESTEL, suivant qu'on met le L dans l'environnement politique et législatif, on laisse uniquement l'environnement politique, va reprendre l'ensemble des réglementations, lois, décrets, arrêtés. Ensuite, ce sera l'environnement économique, l'environnement social et socioculturel, l'environnement technologique et l'environnement écologique et le cadre de vie. La matrice SWOT, quant à elle, va mesurer les forces, faiblesses, les opportunités et les menaces qui concernent l'entreprise. Le micro-environnement se caractérise par l'analyse des éléments extérieurs à l'entreprise qui ont une emprise directe sur le fonctionnement de celle-ci. Le marché, les publics. Il est essentiel pour l'entreprise de connaître son environnement direct à travers une analyse systématique de celui-ci pour en connaître l'impact. Les outils les plus souvent utilisés, ce sont la grille SPICA. La grille SPICA, qui donne le portrait de l'environnement d'une entreprise, a pour objectif de mesurer l'impact du micro-environnement de l'entreprise. On va s'intéresser à ses sources d'approvisionnement, les fournisseurs, produits et services. On va s'intéresser au public direct et indirect, le personnel, les édiles locaux, les syndicats, les voisins, les écoles. On va s'intéresser aux intermédiaires, les distributeurs, les transporteurs, les facilitateurs, les consultants. On va aussi s'intéresser aux collègues et aux concurrents, que ce soit les fédérations professionnelles, les chambres de commerce, et enfin aux acheteurs et clients, l'analyse marché, les réseaux de distribution et les contacts directs. On peut aussi utiliser le portrait de l'environnement d'une entreprise qui permet aussi d'obtenir des informations globales sur la façon dont une entreprise fonctionne. Ce portrait du micro-environnement de l'entreprise va nous permettre de poser 5 types de questions. D'abord, celle concernant la demande. Quelle est l'importance du marché dans la zone d'activité de l'entreprise? Quel est son taux de croissance, de décroissance? Quel public représente pour l'entreprise une opportunité ou une menace? Et bien sûr, qui dit demande dit offre. La zone de chalandise, c'est-à-dire la zone dans laquelle
L'entreprise est active, est-elle contrôlée par quelques grandes entreprises? Au contraire, c'est une multitude de petites entreprises. Qui sont les concurrents? Quels sont leurs objectifs, leurs stratégies, leurs forces, leurs faiblesses? Est-ce qu'il y a des nouveaux concurrents qui apparaissent ou qui sont apparus? Y a-t-il de futurs entrants ou pas? Comment les parts de marché évoluent-elles? Autre thématique, le marché. Qui sont les principaux clients? Comment ces clients apprécient-ils l'entreprise par rapport aux concurrents? Du point de vue notoriété, produits, prix, services, communication, distribution et force de vente. Ces clients se ressemblent-ils ou peut-on les classer en plus en petits groupes? Est-ce qu'on peut les segmenter? Est-il difficile de se tailler une place dans le secteur occupé en tant qu'entreprise? Quelle est l'évolution du marché, sa taille, sa croissance, sa répartition territoriale, sa rentabilité? Et puis finalement, les clients sont-ils satisfaits? On parlera enfin de public direct et indirect. Les publics directs, c'est les principaux fournisseurs d'entreprises. Qui sont-ils? Quelles sont les modifications à attendre dans l'offre des fournisseurs? Qui sont les prescripteurs des produits et services? Qui sont les conseillers, les intermédiaires? Quels sont les principaux circuits de distribution utilisés? L'entreprise travaille-t-elle avec des producteurs complémentaires? Par exemple, si elle fabrique des machines à laver, travaille-t-elle avec les fabricants de poudre à lessiver? Quelles sont les évolutions prévisibles en matière de transport, de logistique, en matière de ressources financières, banque, assurance? Quelle est l'efficacité de l'agence de communication de l'entreprise, de la société d'études de marché? Enfin, les publics indirects sont importants. Les banques, le monde financier, disposent-ils d'informations sur l'entreprise? Est-elle cotée en bourse? Les actionnaires sont-ils correctement informés de la situation de l'entreprise, situation actuelle? Le monde politique est-il informé des activités de l'entreprise? Les pouvoirs publics connaissent-ils l'entreprise? Quelles sont les relations que l'entreprise développe avec les associations professionnelles, les associations de défense de l'environnement, les associations de consommateurs, les syndicats, la population? Quelle est la politique de communication sur le plan institutionnel? Quels sont les relais privilégiés que l'entreprise utilise au niveau de la presse? Quelle est l'image de l'entreprise? Quelle est l'image perçue? Correspond-elle à l'image voulue? L'analyse de la stratégie va faire référence à un grand nombre d'outils, parmi lesquels on va entendre différents éléments, la matrice BCG, le modèle McKinsey, la matrice de Porter, la matrice Arthur-Delitel, la matrice d'Ansoff, la matrice SWOT, ou pourquoi pas la stratégie Océan Bleu. Alors, quel est l'objectif de cette analyse stratégique? L'objectif, c'est de s'interroger sur les objectifs définis par l'entreprise à court, moyen et long terme et sur sa mission. Les thématiques qui seront abordées, c'est la mission de l'entreprise. L'entreprise a-t-elle défini sa mission? La définition de la mission est-elle claire, réaliste, précise, communiquée? On va analyser les objectifs stratégiques. L'entreprise a-t-elle défini ses objectifs stratégiques? La définition est-elle claire? La stratégie marketing est-elle cohérente par rapport à la définition des objectifs stratégiques? Et tout ça va nous permettre de mesurer l'analyse de la stratégie. Pour ce faire, toute une série de questions restent à poser et à traiter. Donc, en matière de mission de l'entreprise a-t-elle défini sa mission? La définition est-elle claire, réaliste, précise? L'entreprise a-t-elle organisé ses activités, ses objectifs, ses ressources en fonction de sa mission? L'entreprise a-t-elle affecté des moyens financiers, humains, logistiques, juridiques, matériels et immatériels et des politiques, marketing financier, gestion des ressources humaines, à la réalisation de sa mission? Première thématique. Seconde thématique, les objectifs stratégiques. L'entreprise a-t-elle défini ses objectifs stratégiques? Est-ce que cette définition est claire, précise, réaliste? Cette définition peut-elle être facilement traduite en planification ou pas? Les objectifs stratégiques définis sont-ils réalisables et réalistes compte tenu de la position concurrentielle de l'entreprise? Enfin, l'entreprise va s'interroger à sa stratégie marketing. Est-ce qu'elle est cohérente par rapport aux objectifs stratégiques? Prend-elle en compte les opportunités offertes par le marché, les forces et les faiblesses, les ressources disponibles, l'avantage concurrentiel?
Est-ce que cette stratégie retenue est-elle cohérente par rapport à la demande des consommateurs, le cycle de vie du produit, la différenciation recherchée, le positionnement désiré, le marché cible visé? Et puis les cibles visées, elles sont-elles définies, correctement positionnées? La stratégie est-elle déclinée en objectifs opérationnels et en objectifs marketing? Le positionnement est-il cohérent? Les objectifs poursuivis sont-ils définis en termes de croissance, vente, part de marché, profit, taille d'entreprise, développement de produits de marché? Les ressources sont-elles adéquates pour atteindre les objectifs? Le budget est-il correct et adapté aux besoins? Un plan marketing est-il défini? Est-il complet? L'articulation des éléments du marketing mixte est-elle adéquate, adaptée aux objectifs? Élément complémentaire, l'analyse de l'organisation. Alors, l'analyse de l'organisation, l'audit, lui, va s'interroger sur les modes d'organisation développés par l'entreprise. On va revoir toute une série d'éléments. Dans les thématiques, on va trouver la structure de l'entreprise, l'efficacité de l'entreprise, les relations du marketing avec les autres départements. Et concrètement, cela va se traduire par un certain nombre d'éléments. L'on voit ici un exemple d'organisation de l'entreprise où la direction marketing a une situation centrale par rapport, d'une part, la direction générale, qui est orientée client, qui elle-même a deux spécificités, la qualité et la sécurité, le directeur de production qui, lui, va s'occuper de l'achat, de la production, de la logistique, la manutention, l'ingénierie, la recherche-développement, le directeur administratif et financier qui va travailler sur les finances, la comptabilité, l'audit interne, la gestion des ressources humaines, les relations sociopolitiques, et enfin la direction marketing qui vont englober les études de marché, la planification marketing, la communication, la stratégie par rapport au prix, la distribution et les ventes. Cette organisation marketing nécessite une structure entreprise adaptée, une efficacité et des relations précises avec les autres départements. La structure va conduire l'entreprise à s'interroger sur: a-t-elle une structure définie, a-t-elle un organigramme? Où se situe la place occupée par le département marketing? Le département marketing coordonne-t-il toutes les activités à destination de la clientèle? Stratégie, communication, publicité, relations publiques, services après-vente ou pas? Quelquefois, dans l'entreprise, on éclate le département en département marketing, département vente, département communication. Comment se passent-elles les relations entre ces différents départements? Les différentes fonctions sont-elles définies de manière précise? Est-ce qu'il y a une classification de fonctions? Et les activités relatives à une fonction sont-elles attribuées de façon correcte? On va aussi s'interroger sur l'efficacité. L'organigramme est-il orienté marketing? Est-il structuré en fonction des marchés, des territoires, des produits, des fonctions? Quelles sont les responsabilités attribuées au chef de produit? Marketing stratégique, opérationnel, les deux. Les chefs de produit sont-ils responsables de l'ensemble du process marketing, de la conception du produit à la réalisation des actions, des bénéfices ou des volumes de vente? Le fonctionnement actuel de l'entreprise est-il satisfaisant? Quels sont les principaux changements y apportés? Et bien sûr, les relations entre le département marketing et les autres départements. Quelles sont les relations entre le département commercial du marketing, entre les ventes et le marketing? Se regarde-t-il en chien de faïence ou au contraire, les relations sont constructives entre le département marketing et les autres départements, production, recherche-développement, finance, achat, logistique, comptabilité, département juridique? Quels sont les principaux changements à y apporter? À côté de l'analyse de l'organisation, nous allons retrouver, lors de l'audit marketing, l'analyse des systèmes et des procédures. L'idée, c'est de s'interroger sur les systèmes et les procédures développés par l'entreprise. Parmi celles-ci, on aura bien sûr le système spécifique au marketing, le système d'information marketing, correspond-il à ce qu'on attend de lui, mais aussi le système de planification, a-t-il été conçu de manière correcte et efficace, et enfin le système de contrôle. Concrètement,
Le système marketing englobe toute une série d'éléments et pour arriver à l'extrême droite, on va retrouver la part de marché de la firme, tout ça va être influencé par un certain nombre d'éléments, dont le comportement des consommateurs acheteurs. Mais pour comprendre cette analyse, il faut commencer par l'extrême gauche, par la demande globale, celle des consommateurs acheteurs, celle de l'environnement, celle de la concurrence, qui vont influencer le marché potentiel avec un maximum théorique, un potentiel maximum réalisable, un potentiel maximum actuel, une demande globale qui elle-même va influencer la pression marketing de la firme, la pression relative, celle de la concurrence. Ceci va obliger l'entreprise à développer des produits marchés, des circuits de distribution, de fixer un prix, de fixer une stratégie publicitaire, de fixer une force de vente. Tout ça va influencer la gamme de prix, la segmentation, la valeur créative, la valeur communicationnelle, la sélectivité des services, la qualification et le dynamisme pour influencer le comportement du consommateur. Ce comportement qui va avoir un impact sur les ventes du produit marché, sur les ventes globales de l'entreprise et donc sur la part marché d'entreprise, va influencer les coûts qui eux-mêmes vont influencer le profit. Tout cela va influencer évidemment le marché. Et donc pour arriver à pareil résultat, il faut prendre ensemble l'analyse du système marketing. Mais l'analyse du système, des systèmes et des procédures exige d'une part de s'interroger sur le système d'information marketing. Le système d'information marketing fournit-il dans les délais désirés aux personnes concernées l'information nécessaire à la prise de décision? Quelles sont les informations disponibles sur les produits, les ventes, la distribution, les consommateurs, le prix, la publicité, le marché, le macro et le micro-environnement? Existe-t-il des études de marché? Comment sont-elles décidées? Comment les résultats sont-ils utilisés? Reste-t-il trop souvent au fond d'un placard? Quelles sont les méthodes d'évaluation des ventes? Le système de planification est-il conçu correctement et efficacement? Les activités sont-elles correctement définies? Les liens entre les ressources de l'entreprise, les objectifs et les possibilités offertes par le marché existent-ils? Sont-ils cohérents? Les objectifs à atteindre en termes de vente, de part de marché, de chiffre d'affaires sont-ils corrects et réalistes? Le plan marketing prend-il en compte l'allocation optimale des ressources disponibles, les forces et les faiblesses de l'entreprise? Enfin, le système de contrôle existe-t-il? Les procédures de contrôle mesurent-elles la performance financière, la performance marketing, l'efficacité interne, le développement de l'innovation et de l'apprentissage? Les procédures de contrôle intègrent-elles l'analyse des résultats et l'utilisation des ratios de performance? Quelle est la fréquence des procédures de contrôle? L'entreprise analyse-t-elle périodiquement la rentabilité des différents produits, marchés, secteurs, circuits de distribution? Existe-t-il une analyse des coûts marketing? L'audit marketing va s'interroger sur la productivité et la rentabilité de l'entreprise. Il est important de s'interroger à la fois non seulement sur la productivité, mais aussi sur les éléments de rentabilité. Très concrètement, l'analyse de la productivité va poser des questions relatives, d'une part, au niveau de productivité des différentes activités développées. Certaines activités marketing coûtent-elles trop cher? Certains coûts peuvent-ils être diminués? Peut-on comparer ces coûts par rapport à ceux de la concurrence? En matière de rentabilité, la question sera de déterminer le niveau de rentabilité des différentes activités développées. Certains produits, certains marchés, certains secteurs ou canaux de distribution sont-ils non rentables? Et donc, quelle est l'attitude à avoir? Faut-il abandonner certains produits, marchés, secteurs ou canaux de distribution non rentables? Quel est l'impact de ces décisions sur la rentabilité à court, moyen et long terme? L'analyse des fonctions marketing constitue un élément complémentaire. À ce moment, l'audit marketing va s'interroger sur les différentes fonctions marketing développées, c'est-à-dire les produits, le prix, la distribution, la communication, en fait, les 4 P du marketing opérationnel.
En matière de questions sur les prix, et l'audit marketing va y consacrer un moment important, on va s'interroger sur la stratégie de produit, la politique de produit, quelle est la politique suivie, les objectifs sont-ils cohérents et adaptés aux ressources et aux moyens de l'entreprise, quelles sont les qualités, les caractéristiques, les performances des différentes lignes de produits, ça sera analysé ligne par ligne, gamme par gamme. Quelles sont les perceptions par le consommateur du style, de la marque, du conditionnement, de la gamme? Des modifications doivent-elles être envisagées? Si oui, faut-il élargir la gamme, la réduire? Comment les produits sont-ils perçus par rapport aux concurrents? Quelles sont les perceptions de la garantie, du service après-vente, des autres services? Comment ces caractéristiques sont-elles perçues par rapport à la concurrence? Les produits offrent-ils un meilleur positionnement que ceux de la concurrence? Faut-il modifier la politique de produit? Si oui, dans l'affirmative, comment? En matière de pricing, de politique de prix, la question sera à nouveau, quelle est la politique suivie? Les objectifs sont-ils cohérents et adaptés aux ressources et aux moyens de l'entreprise? Les niveaux de prix pratiqués sont-ils cohérents par rapport au coût, à la demande et aux concurrents? Quelles sont les perceptions par le consommateur, par les distributeurs, par les intermédiaires des niveaux de prix, des remises, des rabais, des conditions de crédit? Quelle est la valeur ajoutée et la valeur perçue à long terme? Quelle est la perception des prix par le consommateur par rapport à la qualité? Des modifications doivent-elles être envisagées? Faut-il modifier les prix, diminuer les marges? Comment les prix sont-ils perçus par rapport aux concurrents? Quelles sont les relations entre le niveau de prix et la courbe d'expérience, la politique des prix des concurrents, l'élasticité? Quelles sont les perceptions de la garantie du service après-vente des autres services? Comment ces caractéristiques sont-elles perçues par rapport à la concurrence? Faut-il modifier la politique de prix? Dans l'affirmatif, comment? Et il est tout à fait logique qu'on s'intéresse aux deux autres P du marketing, la distribution et la communication. En matière de distribution, à nouveau, quelle est la politique suivie? Les objectifs sont-ils cohérents et adaptés aux ressources et aux moyens des entreprises? Quelles sont les qualités, les caractéristiques et les performances des différents canaux de distribution? Quelle est l'efficacité de ces canaux? Des zones de chalandise, des points de vente, des secteurs de vente, des stocks et entrepôts, de la logistique, du service de livraison, la couverture est-elle suffisante? Faut-il modifier la politique de distribution? Comment? Enfin, en matière de communication, de nouveau, l'audit marketing va s'interroger sur la politique suivie, sur sa cohérence par rapport aux ressources et aux moyens de l'entreprise, sur les qualités, les caractéristiques, les performances des différentes activités de communication, sur l'efficacité des différentes actions menées. Les thèmes et les axes de communication sont-ils appropriés, cohérents avec l'image de l'entreprise? Les médias utilisés sont-ils appropriés, cohérents avec l'image de l'entreprise, adaptés aux objectifs? Quelles sont les perceptions du consommateur par rapport aux techniques professionnelles, promotionnelles, par rapport aux actions de communication, par rapport aux actions menées par la force de vente, des actions de relations publiques, de marketing direct? Quelles sont les perceptions de la garantie, du service après-vente, des autres services? Comment ces caractéristiques sont-elles perçues par rapport à la concurrence? Enfin, faut-il modifier ou pas la politique de communication? Dans l'affirmative, comment?